Bien, alors entrons dans le sujet de ce colloque. Pour introduire ces 70e journées, je voudrais vous faire partager en quelques mots la réflexion qui fut la nôtre au sein de ce collectif d'organisation, et vous l'avez compris, qui associait des gens à la fois de l'association Franc-Marine Basse-Normandie et de l'Université de Caen, notamment le professeur Troyan, mais aussi Didier Drieux, maître de conférence. Le sujet, au risque des nouvelles organisations, un thème peut-être polémique, du moins délicat à aborder, car nous sommes tous aujourd'hui au cœur, ou plutôt devrais-je dire au creux, suivant le contexte, de ces effets de l'organisation. En imaginant ce colloque et au fil de nos réunions de travail, il nous est apparu clairement qu'il nous faudrait éviter deux écueils. Celui nous conduisant à adopter une posture nostalgique, arc-boutée sur des positions que l'on pourrait qualifier d'anciennes, sans prendre en compte, comme le disait Bernard Durand tout à l'heure, que le monde ne cesse d'évoluer, y compris sur le plan de la clinique et du social. L'autre, à l'inverse, prétendu plus moderne, qui, faisant table rase de l'histoire des pratiques des institutions et adossé à une fiche action de savoir ce qui est bien pour l'autre, se précipiterait dans la mise en place de procédures et protocoles standardisés et homogènes pour répondre à tout type de problème. Entre ces deux extrêmes, nous avons centré notre réflexion sur la question du travail au quotidien, celui des cliniciens, celui des soignants, des éducateurs, des pédagogues, confrontés à ces nouvelles règles, mais aussi celui des professionnels de ces administrations qui les mettent en application et les pilotent. Nous sommes donc des professionnels référés à des mondes différents et nous tentons de converser dans des rapports de forme et de force souvent difficiles. Cette forte conflictualité que nous connaissons tous aujourd'hui au quotidien dans nos institutions, dans le rapport à ces administrations, traduit bien le malaise actuel. Rapport de force en présence, mais peut-être une conflictualité nécessaire pour maintenir justement cette dimension d'un possible travail ensemble. Car de ce rapport en tension et de la manière dont nous négocierons l'avenir ensemble dépendront les pratiques professionnelles de demain et la place qui sera faite au sujet que nous accompagnons aujourd'hui. Alors, vous le savez, depuis plus de 10 ans, les services et établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux font l'objet de réorganisations structurelles conséquentes, inscrites dans de nouveaux cadres réglementaires et juridiques. Pour ne les citer, juste les citer, la loi HPST, la réforme générale des politiques publiques, la loi 2002 pour le médico-social, la loi du 11 février 2005 et la récente loi réglant à nouveau la question des hospitalisations sous contrainte. Ces réorganisations sont présentées aujourd'hui et argumentées par les politiques publiques comme des évolutions sociales nécessaires au regard de besoins nouveaux. Il faut bien repérer aussi qu'elles émergent en référence à des lectures nouvelles des problématiques sanitaires et sociales, lectures souvent issues de pays anglo-saxons, telles celles introduites par la loi du 11 février 2005 qui situe la notion de handicap au premier plan de l'axe décisionnel. Le handicap est corrélé au principe de sa compensation, l'ensemble constituant un couple logique qui articule et conjugue aujourd'hui l'ensemble des services et des droits alloués aux personnes en situation de handicap, et ceci, quel que soit le type de handicap. Ainsi, pour ce qui nous concerne plus directement dans le champ psychiatrique, le terme de handicap psychique a-t-il pris place et forme par la volonté du législateur, l'insistance des associations d'usagers et la voix de quelques professionnels. Toutefois, il s'est imposé dans le discours et dans nos pratiques professionnelles, au point où c'est aujourd'hui cette préférence qui est écoutée, prise en compte sur le plan administratif, dans les échanges que nous avons au quotidien avec nos tutelles. Autrement dit, autrefois dominant, le discours médical articulé à la notion de causalité est contraint de laisser place à cet autre discours, davantage axé sur les conséquences, l'ensemble des souffrances, manques et difficultés à vivre liées aux maladies psychiques. C'est donc d'un vrai changement dont il est ici question, tant pour les administrations qui dès lors vont se soucier d'apporter des réponses sanitaires, médico-sociales à ces questions, que pour les usagers qui vont trouver une place réelle au sein de ces organisations, que des professionnels que nous sommes qui devons faire avec ce nouveau discours. Et puis je dirais pour tout à chacun, en tant que citoyen d'une société qui jusqu'alors avait porté peu attention à ces discriminations. Vous le savez, ces nouvelles organisations sont toutes axées sur le projet de la personne et imposent aux services
de se positionner en conséquence. Je cite, « La personne est au cœur des dispositifs pour un accompagnement des soins de meilleure qualité et de proximité. » Ainsi, par exemple, dans cet esprit sont créés les MDPH, guichets uniques, accessibles à tous. Dans cette même logique, les services dits à la personne, services à domicile, les SAD, les SAMSA, voient le jour, se développent en référence à une nouvelle idéologie de l'intervention à domicile, qui n'est pas sans incidence. Je vous renvoie à l'atelier 1 qui abordera cette question justement cet après-midi sous ses différents aspects. Et il participe à réduire le nombre de prises en charge dites institutionnelles avec hébergement plus lourd et plus cher à la collectivité. Parallèlement à la mise en place de ces organisations, la porte est enfin ouverte aux usagers, comme le disait Bernard Durand tout à l'heure, et représentants d'usagers, afin qu'ils puissent siéger dans les différentes instances qui les concernent directement. Il s'agit là d'une réelle avancée. Ces nouvelles organisations s'accordent à proposer un service de meilleure qualité, la qualité devenant un maître mot, tout en maîtrisant mieux les dépenses. Faire mieux avec la même enveloppe, voire moins, encore moins. Dès lors, plongé dans le monde marchand, l'objectif absolu d'une qualité parfaite justifie la mise en place d'outils de contrôle destinés à mesurer des résultats au regard des coûts financiers. Vous savez, l'accréditation dans le sanitaire, les évaluations internes et externes dans le secteur médico-social. De nouveaux outils financiers vont accompagner ces organisations, la tarification à l'acte, la mise en place des CEPOM, visant à une meilleure maîtrise des dépenses, mais aussi à ce que chaque professionnel, au fil de sa pratique quotidienne et des effets des discours ambiants, prenne la mesure du coût de son action. Dans un contexte général de dette, la surdétermination financière couvre souvent la mission première des professionnels et va justifier les décisions prises selon un axe purement gestionnaire et comptable. Dans ce contexte général de mutation sociale, professionnels, usagers et familles font dans leur grande majorité valoir que les logiques qui sous-tendent ces organisations conduisent à des effets très éloignés de leurs prétendus objectifs. L'excès de gestion conduit à une déshumanisation des pratiques sociales et soignantes, avec un renforcement des pouvoirs administratifs et des hiérarchies bureaucratiques. Sur le terrain, les professionnels expriment une perte de sens des pratiques, un glissement des cœurs de métier vers des nouvelles fonctions beaucoup trop formelles, et parfois une vraie souffrance à l'exercice de ce travail dans le champ humain. La clinique quotidienne semble se réduire à la reconnaissance de quelques symptômes bruyants, éloignant de la pratique quotidienne les références théoriques, pourtant indispensables pour penser notre travail. Est-ce là un paradoxe de cette société qui se voudrait plus moderne, ouverte et attentive à ces sujets et proposerait au final des dispositifs plus lourds, fermés, possiblement facteurs d'une plus grande exclusion? S'agit-il d'un effet à notre insu, pris dans cette économie de marché qui étend sa logique à tous les domaines, ou bien d'une volonté délibérée de proposer une nouvelle organisation sociale? Derrière ces organisations formelles, il est clair que des logiques nouvelles, des choix politiques et doctrinaux, de nouveaux paradigmes se dégagent. Priorité donnée aux pratiques managériales étendues aux services sociaux et sanitaires, soutien des politiques publiques vers une organisation de société de services, omniprésence des questions de moyens humains et de financement qui parfois surdéterminent la réponse. De nouvelles manières de considérer le sujet parmi les siens, de vivre ensemble, d'organiser les soins s'installent donc, et les professionnels sont obligés de mettre en place ces nouveaux dispositifs. Le flou n'échappe pas aux pressions actuelles, contraint à son autoresponsabilité. La psychiatrie, de son côté, est-elle aussi contrainte de s'adapter à ces organisations? De la psychiatrie à la santé mentale, de la psychose au handicap psychique, les mots changent et traduisent des glissements de sens, une autre manière de considérer ce trait humain que constitue la folie. Qu'est-ce alors que travailler dans le champ de la psychiatrie? Est-ce dépayer un ensemble de protocoles et de réponses prédéterminés et référer à une certaine conception de la maladie psychique? Ou est-ce être là, dans une fonction d'accueil partagé, au-delà des rapports de hiérarchie organisationnelle, dans un certain rapport à l'autre qui laisse place à la différence, à l'altérité? La question pourrait se poser en des termes analogues dans le champ social, car la question essentielle est bien celle du lien social qui s'établit entre nous, professionnels, patients ou usagers, familles et proches. Et que deviennent aujourd'hui ces pratiques dites humanistes, d'une psychiatrie qui s'occupe de ces sujets les plus fragiles?
celle qui a inventé des pratiques créatives grâce à la psychothérapie institutionnelle étendue à la psychiatrie de secteur. Psychothérapie institutionnelle qui, par un travail sur la vie quotidienne, pensée à partir de multiples références, psychanalyse, philosophie, phénoménologie, permet de travailler les dimensions de la rencontre, de l'accueil, du transfert. Le sujet, dans ses multiples abords des références, psychanalytiques, sociales, citoyennes, n'est-il pas au risque de disparaître derrière des histoires sans parole, celles que nous construisons pour le bien de l'autre dans le formalisme de nouvelles organisations? Alors, pour nous aider à travailler ces questions durant les jours, nous avons souhaité inviter des intervenants qui ont tous en commun plusieurs qualités. Ils ont aussi des défauts, mais on ne va pas s'arrêter là aux défauts aujourd'hui. On va parler plutôt de ces qualités qu'ils ont en commun. Déjà une connaissance précise dans leur domaine de cette question du rapport du sujet à l'organisation. C'est un point très important. Une pensée qui s'origine dans une pratique de terrain, qu'elle soit psychiatrique, psychanalytique, philosophique, journalistique, même avec Patrick Couchou demain, sociologique. Enfin, un certain aura médiatique, lié bien sûr à leurs travaux et à leur personne, mais surtout au fait qu'ils ne font pas l'économie du conflit. Pour reprendre ce que je disais en introduction sur cette conflictualité certainement nécessaire. Non sans risque et non sans conséquence, ils disent, énoncent, parfois dénoncent ce danger actuel, et en cela nous les remercions d'avoir accepté de venir ici à Caen pour prendre à nouveau la parole. Alors pour cette première matinée, nous aurons le plaisir d'ouvrir ces journées par l'intervention du professeur Roland Gaury, qui abordera justement cette question des fabriques du sujet aujourd'hui. Puis, après la pause, le professeur Pierre Ledion, à partir d'une reprise historique de la question, interrogera notre travail et cette dimension de restaurer le sujet dans l'homme. Et puis Blandine Ponnet nous parlera, à partir de sa pratique d'infirmière, de soignante, des conditions de cette pratique et de la nécessité de maintenir ce qu'elle appelle un devoir de réserve. Cet après-midi, nous reprendrons dans le cadre des 6 ateliers nos échanges, où là encore, bien sûr, les prises de parole seront possibles à partir de présentations cliniques courtes, afin de permettre l'échange avec les gens présents dans l'atelier. Demain matin, Frédéric Vance ouvrira la matinée avec une intervention interrogeant à quelles conditions une relation de soins est-elle possible. Michel Chaudière nous invitera à, contre le marché et l'hypergestion, continuer de faire institution. Enfin, Patrick Couchou nous entretiendra de la santé mentale, négation de la folie. Puis demain après-midi, la parole sera donnée aux usagers avec l'association Advocacy, Claude Dutch et Philippe Guérin, Je suis fou et vous, de la disqualification à la prise de parole. Guy Rousseau nous parlera de l'hospitalité de Procuste. Enfin, Marcel Jagère nous proposera une synthèse des ateliers, des journées, pour rassembler l'essentiel de ce qui aura été dit et travailler pendant ces 2 jours. Et puis Bernard Durand clôturera ces journées.